Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 4e étape du Tour d'Italie. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée de Giro, les tops, flops, bilan des Bleus comme d'habitude. On parlera également de la dangerosité de ce sprint aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, si vous avez aimé ou non cette arrivée. TikTok, les shorts juste après l'arrivée des grandes compétitions. Demain 7h, la présentation de l'étape numéro 5. Si vous avez les moyens que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Les bonnets d'âne, pardon. La petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, ça n'a rien à voir. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, et bien plus vous n'êtes pas un bonnet d'âne, plus vous êtes quelqu'un qui permet de soutenir mon travail, parce que plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. On commence tout de suite avec cette 4e étape, le résumé de cette 4e journée, 4e étape avec une échappée de 4 coureurs dans un premier temps, au kilomètre 187, c'est-à-dire à 187 km de l'arrivée, c'est-à-dire au bout de 4 km de course. Échappée composée de Filippo Ganna, Stéphane de Bod de la EF, Nunioz, un coureur de la Polti Cometa, Lilian Calmeja. Le coureur d'Intermarché, au bout d'une vingtaine de kilomètres, Ganna décide de se relever. Je pense que du côté de Ineos, on n'était pas vraiment content qu'ils partent dans l'échappée. Écart de ces 4 hommes avec le peloton qui ira au maximum à 5 minutes 30 à peu près à 122 km de l'arrivée au sprint intermédiaire. C'est le coureur de la Polti Cometa, Muniz, qui passe en tête devant De Bod. Du côté du peloton, c'est Caden Groves qui s'impose devant Merlier. Jacobsen, lui, est lâché dans la montée du jour. C'est dur également pour Walscheid et Gaviria. Au collet del Melogno, c'est Calmejean qui passe en tête et qui prend donc 9 points pour le classement de la montagne. Ethan Vermeulen, lui, a un accident à 85 km de l'arrivée. Il va entraîner avec lui Narvaez. À ce moment-là, il faut savoir que la course se déroule dans des conditions climatiques difficiles, avec pas mal de pluie sur la route. À ce moment-là, eh bien, le peloton a environ 4 minutes de retard sur l'échappée. J'ai oublié également de vous signaler que Bran Welton n'avait pas pris le départ. Thorsten Traun va également abandonner dans cette première partie de journée. Intergiro, vous avez Munoz qui passe en tête devant Calmejean alors que Jacobsen fait son retour dans le peloton. Sprint intermédiaire du peloton remporté par Olaf Koy devant Binyam Girmay. À ce moment-là, le peloton a 3 minutes 20 de retard sur les échappés et 6 km après, Binyam Girmay qui va tomber, une grosse chute où vous avez également Damien Touzé, Ben O'Connor, plusieurs coureurs qui sont impliqués dans cette chute. Binyam Girmay qui va retomber une deuxième fois 5 km après, la messe est dite. Il décide d'abandonner sur sa deuxième chute. Vraiment, il ne pouvait pas éviter la chute, c'est-à-dire que le vélo part d'un coup, la roue avant part. Je pense que voilà, la roue était surgonflée pour ces conditions-là humides et en plus il prend à l'intérieur du virage, donc sa technique n'était pas idéale et en plus je pense que le matériel n'était pas excellent. Entre-temps, ils ne sont plus que 2 dans l'échappée car Calmejean s'est relevé. Et au sprint bonification, c'est De Bod qui passe en tête. Enfin, Martinez fait son grand retour dans le peloton car oui, il faisait partie des coureurs qui étaient distancés. Martinez qui aura une journée compliquée car il aura un problème technique dans les 3 derniers kilomètres mais qui ne lui fera pas perdre de temps au général. À 50 km de l'arrivée, eh bien l'échappée a encore 2 minutes 24 d'avance. Et vous avez 5 km après un dernier peloton qui rejoint le peloton principal, un dernier peloton de coureurs qui était distancé. À 38 km 500 de l'arrivée, l'échappée a encore 2 minutes d'avance. Et 1 minute à 20 km de l'arrivée, l'échappée qui va faire preuve d'une belle résistance car elle ne sera reprise qu'à 4 km 500 de l'arrivée. Et 500 mètres après, attaque de Ganna, on est à ce moment-là au pied du capot mêlé. Il sera suivi
quelques instants plus tard par Van Poppel et Pasqualone, mais qui n'arriveront jamais à rattraper Ganna. Ganna qui aura au maximum 8 secondes d'avance et qui sera rattrapé à 800 mètres, 700 mètres de l'arrivée à l'entame du sprint où vous avez Merlier qui est moyennement emmené, Olaf Koy qui se fait ramener par Christophe Laporte, et puis à la fin c'est Jonathan Milan qui s'impose avec son équipe qui était la mieux organisée aujourd'hui. On va revenir sur le sprint en lui-même, sur le parcours. Est-ce que ce sprint était dangereux aujourd'hui? C'est un peu la question ce soir qu'on peut se poser, parce que oui, un sprint avec seulement 800 mètres de place, c'est-à-dire que c'est un sprint où on arrive avec beaucoup de vitesse et ça aurait pu faire strike. Et si ça avait fait strike, enfin s'il y avait eu un coureur qui était tombé, ça aurait fait un énorme strike aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on peut se penser, on peut se poser la question, est-ce que les organisateurs auraient pu faire autrement? Après, j'ai envie de dire, le problème c'est pas d'avoir une arrivée en descente au bout de 800 mètres, le problème c'est la sécurisation du parcours. On voit que dans le dernier virage par exemple, il n'y avait pas de protection matelas, ce qui aurait pu être intéressant parce que là c'est un endroit où un coureur pouvait tomber. Peut-être qu'on aurait pu également faire le sprint 1 km plus loin, 1 km et demi plus loin, parce qu'on sait que notamment celui que c'était la route de Milan-San Remo, la route de Milan-San Remo est plutôt belle, donc il y avait peut-être la possibilité de faire légèrement autrement, peut-être aussi d'arriver avant le capot mêlé, parce que là c'est vrai que avec cette arrivée en descente, on savait que les coureurs allaient arriver très très vite en cas de sprint, et forcément vu que les coureurs ont tendance à jouer des coudes dans un sprint, et ben s'il y a un coureur qui fait un écart à 70 km/h, c'est pas la même chose qu'à 55, et donc ça aurait pu avoir des conséquences. Peut-être aussi un travail à faire encore une fois sur les balustrades, sur la protection qu'on peut avoir sur les balustrades, avec peut-être des systèmes qui pourraient être un peu moins durs en cas de choc. On peut se poser aussi la question de l'approche de ce sprint, parce que certes tout le monde a mis en avant la dangerosité du final, de cette descente après le capot mêlé. Moi, la descente était rapide certes, mais il y avait un virage technique. Moi, ce qui m'a surtout posé problème, c'est avant le capot mêlé, dans les 10 derniers kilomètres, énormément de voitures garées en double fil, avec pas de signaleur, avec pas de protection devant ces voitures. Il faudrait peut-être que l'UCI impose des règles sur les épreuves World Tour, qu'il n'y ait pas de voitures en double fil dans les 50 derniers kilomètres. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement sur l'Amstel. Et là, c'est vrai que sur ce Giro, ça fait depuis 2 jours que c'est le cas. Notamment, à un moment, il y avait une camionnette, vous savez, avec les plateaux à l'arrière. Je me suis dit, s'il y a un coureur qui tombe au niveau du plateau, sa course est terminée, et peut-être aussi sa saison est terminée. Donc voilà, ça serait bien aussi de travailler là-dessus, sur les voitures garées en double fil, mal positionnées. Il faudrait les enlever, tout simplement, les retirer dans ce genre de cas. On regarde le sondage du jour pour cette étape. Je vous avais posé qu'une question pour tout vous dire. En fait, hier, j'avais oublié de mettre les sondages, et je m'en suis aperçu quand j'étais dans mon lit, déjà en train de commencer à m'assoupir. Donc autant vous dire que c'est un petit peu tard pour relancer l'ordinateur et pour vous mettre les sondages. Ça ne sera pas le cas pour demain. Alors la seule question que je vous ai posée, c'était peut-on éviter un sprint dans cette 4e étape? En plus, je n'étais pas vraiment inspiré. 31% de oui, 69% de non. Et bah ça a failli le faire pour Ganna, mais ça a juste failli un petit peu, je dirais même, parce que ça s'est pas joué à un cheveu, ça s'est joué plutôt à une belle tignasse pour Ganna, parce que ouais, il aurait fallu quand même que derrière ça s'organise pas du tout pour ne pas rattraper Filippo Ganna sur cette journée. Note de l'étape, j'ai mis 13 sur 20. Comme hier j'ai mis 13 sur 20, en fait je me suis dit est-ce que je mets un point de moins, et puis il y a quand même des rebondissements dans cette étape, il y a un peloton qui est cassé. Alors le problème c'est qu'on avait peu d'informations de la part de la réalisation sur les différentes cassures. Ça c'était un peu le souci. On aurait bien aimé avoir des caméras sur certaines cassures. Moi j'ai trouvé le sprint aujourd'hui plus organisé qu'hier. Donc c'est ça aussi qui m'a fait que En fait, l'étape est un peu moins bonne qu'hier, donc il y a un point de moins, mais le sprint est mieux organisé. Donc moi j'ai préféré ce sprint
aujourd'hui. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Bilan des Bleus, pas exceptionnel aujourd'hui. Alors j'ai pas mis Ben O'Connor, mais c'est vrai qu'il faut retenir quand même la chute de Ben O'Connor. Grosse chute quand même de Touzé du côté d'AG2R, Décathlon AG2R, faudra voir les conséquences sur le long terme. Moi j'ai mis en avant aujourd'hui Christophe Laporte. Déjà parce que je ne parlerai pas de son sprinter dans la suite de la vidéo et je trouve qu'il a fait un très très bon boulot pendant tout le final parce qu'ils sont que deux en fait devant Olaf Koy. Quand vous regardez bien dans les 15 derniers kilomètres, il n'y a que deux coureurs et lui il a fait un super boulot déjà pour protéger son sprinter, pardon, Olaf Koy, et il fait aussi un super boulot dans les 500 derniers mètres pour le remonter. Parce que Olaf Koy avait perdu face à Jonathan Milan au jeu de tu me tiens, je te tiens le coude. Et ce qui fait que il a fait un peu boule de flipper Olaf Koy, parce que Milan c'est quand même un gros physique, hein, il doit faire 1m90 quasiment Milan. Donc c'est pas facile de le déplacer à ce petit jeu là. Et Christophe Laporte, quand il a vu ça, il a réussi à remonter son sprinter. Et si Olaf Koy fait 4e aujourd'hui de cette étape, il peut dire merci à Christophe Laporte qui a fait vraiment un très très bon travail dans les 500 derniers mètres pour le relancer. Ce qui montre quand même que Christophe Laporte ça va un petit peu mieux physiquement par rapport à la situation dans laquelle il était il y a quelques semaines, avec notamment cette grippe intestinale qui traînait, avec cette difficulté à retrouver un petit peu une belle condition physique. Deuxième coureur en plus-moins, coureur correct aujourd'hui, c'est Lilian Calmejane. Encore des points de marqué du côté du classement de la montagne, du côté de Lilian Calmejane qui s'est relevé. Alors moi j'aime moyennement ça. Après je le comprends. C'est vrai que moi je préfère quand un coureur décide d'aller jusqu'au bout dans une échappée. Bon, c'est mon côté, voilà. J'ai envie du spectacle, j'ai envie du panache dans ce type de journée. Après, je le comprends, hein, Calmejane, il sait aussi que partir dans une échappée comme ça, où il n'y a quasiment aucune chance de s'en sortir, c'est difficile, mais plus on va avoir ce genre de situation où les coureurs qui s'aperçoivent que dès qu'ils ne peuvent pas gagner dans une échappée, ils décident de se relever, à ce rythme-là, peut-être que dans 5 ou 10 ans, il n'y aura plus d'échappée du tout sur les étapes de plat, et on pourra peut-être s'ennuyer et regretter les échappées au long cours, les échappées matinales de début de journée. Donc ça, c'est ça qui m'énerve un petit peu dans ce genre d'attitude. Après, on peut le comprendre du côté de Calmejane. Il y a des points à aller chercher du côté du classement de la montagne. Mais même là, je me dis aujourd'hui, il n'y avait pas tant de points que ça à aller chercher au niveau du classement de la montagne. Alors certes, Calmejane se dit peut-être c'est pour aller chercher le maillot bleu en fin de première semaine, mais il met quand même beaucoup d'énergie à attaquer, à faire ces offensives-là. Alors hier encore c'était plutôt intelligent et c'était bien fait, il est resté que 5 km devant. Là aujourd'hui il reste quand même quasiment 100 bornes à l'avant de la course pour au final seulement 130 km même, pour au final marquer 9 points je crois au classement de la montagne. Bon, c'est pas si exceptionnel que ça en termes de points. On sait que souvent les coureurs comme ça qui tentent en début de course d'aller chercher le maillot de la montagne, souvent on les revoit pas en fin de grand tour. C'était ce qu'avait fait notamment l'année dernière Nelson Poles sur le Tour de France. Bon, au bout de 10 jours de course, Nelson Poles il était cramé. C'est quasiment impossible de se refaire la cerise sur un grand tour. Quand vous êtes fatigué, c'est fini pour vous. J'ai peur que du côté de Calmejane, ça lui coûte très cher dans les étapes où là, il y aura beaucoup de points à aller marquer. Il faudra qu'il se batte pour essayer de rester aux avant-postes. Du côté des bonnets d'âne du jour, du côté des Bleus, j'ai mis Laurens Pity. Laurens Pity a déjà trop esselé dans les 4 derniers kilomètres. Alors c'est bien d'être à l'avant de la course à 10 bornes de l'arrivée, de montrer qu'on est capable de rivaliser avec la Lidl Trek, sauf que la Lidl Trek, dans le final, ils sont toujours 3 voilà, pour aider Milan. Pity, il est tout seul. Il est tout seul, et là aujourd'hui, il a encore un petit peu du mal à imposer son physique. Laurens Pity, ce qui fait qu'il se retrouve au niveau des balustrades, et il est complètement enfermé, donc il peut rien faire parce qu'il n'y a pas d'ouverture devant lui, et en plus, il se fait manger à l'approche du sprint, mais il était trop seul aujourd'hui du côté de la Groupama FDJ. Donc si on veut que Laurens Pity fasse des top 10,
il va peut-être falloir un petit peu l'aider du côté de cette formation et l'aider dans le final. C'est surtout dans le money time que ça compte. Là, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est un petit peu le problème. Après, il faut quand même dire que du côté de la Groupama, notamment du côté des poissons pilotes, Lewis Aski, notamment, est revenu assez tardivement dans le peloton. Donc, c'est peut-être ce qui n'a pas permis aux Britanniques d'aider Laurens Pitty aujourd'hui. On poursuit avec un deuxième bonnet d'âne, c'est la Arkea. Là aussi, trop mal organisé dans le final. Le sprint, il a quasiment jamais eu lieu en fait pour Biermans. Pour Decker, on s'aperçoit que le meilleur coureur dans l'équipe aujourd'hui, c'est Donovan Grondin, qui fait 20e de cette étape. Mais on était super mal organisé dans le final. J'ai vu ça sur les quelques images d'hélicoptère. On voit que ça ne peut pas le faire du côté d'Arkea en étant organisé de cette manière. Donc c'est dommage, c'est des points aujourd'hui qui auraient pu être marqués. C'est vrai que David Decker aurait pu être une belle carte aujourd'hui parce que c'est un coureur qui est capable d'emmener des gros braquets. Donc avec une arrivée sur un profil plutôt descendant, ça aurait pu le faire. Mais ouais, c'est dommage du côté de cette formation. On n'était pas suffisamment bien organisé dans le capot mêlé. On était déjà pas aux infos en poste à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'était compliqué ensuite derrière de faire vraiment un gros sprint. Donc dommage voilà, du côté d'Arkea. Contrairement à hier où il y avait eu du très bon travail fait par Jente Biermans. Aujourd'hui ça a été plus compliqué. Et ça serait bien aussi d'avoir un petit peu de collectif dans cette formation. Parce qu'un coureur seul ne peut pas tout faire dans ce type d'épreuve, donc ça c'est un petit peu dommageable. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Les coureurs au top du jour, on commence avec Jonathan Milan, l'italien de la Lidl Trek. Trop fort aujourd'hui, c'est un profil qui lui convenait bien, c'est un coureur qui vient de la poursuite, donc les gros braquets ça lui fait pas peur, un petit peu comme Ghana. Et parce que je rappelle que Milan fait partie de l'équipe italienne de poursuite comme Filippo Ganna, et donc là c'est un type d'effort qui lui convenait parfaitement. Emmener un gros braquet, broyer un pédalier. Bon, on connaît Jonathan Milan, hein, ça fait quand même depuis 2 ans et demi, on n'est plus vraiment surpris. Moi je l'avais découvert donc, il y a 2 ans et demi sur le Tour de Croatie, on m'avait impressionné sur ses sprints. Bien entendu sur le Tour d'Italie l'année dernière il est super costaud en sachant qu'en plus il avait que Pasqualone à ce moment là dans l'équipe, et là Lidl Trek a vraiment mis une belle structure autour de lui. On en avait parlé lors de la présentation des sprinters. J'avais dit putain il y a quand même tu vois t'as quand même des solutions de rechange en plus. En plus de Consoni, tu as quand même des belles solutions de rechange, et tu vois dans le final ils sont 2 devant lui. C'est la seule équipe sur les 2 premiers sprints c'est l'équipe qui est la mieux structurée, la Lidl Trek, sur les 2 premiers sprints. Hier, ils se font déborder par Trentin, mais qui au final n'avaient pas les Tudors derrière eux, alors que du côté de la Lidl Trek, ils étaient 2 devant. Donc ils se font déborder, mais par un mec qui était tout seul, et au final, tu as un autre coureur qui était devant. C'était pas Christophe Laporte, je sais plus quel était le coureur qui était dans la roue de Trentin, qui fait également un gros travail, et surtout il y avait Andresen qui avait lancé de très loin. Et là, là aujourd'hui ils ne se sont pas fait déborder, mais oui ils ont une marge. Pourquoi Milan il arrive à s'imposer aujourd'hui aussi? Parce qu'il a une belle structure, une belle équipe qui ne s'est pas désunie dans le capot mêlé, parce qu'au bout d'un moment quand on voit tout le monde attaquer, quand vous voyez Ganna, Van Poppel, Pasqualone, vous vous dites faut peut-être que j'y aille. Et il n'a pas paniqué à ce moment-là, et puis dans la descente il a bien géré dans le dernier virage. Du côté de la Lidl Trek on a bien géré également dans le dernier virage, même si on est à la limite de tomber, et puis on voit que toute l'équipe est à son service, c'est-à-dire que toute l'équipe se met au boulot. Donc ça c'est très intéressant du côté de Jonathan Milan, c'est-à-dire que la Lidl Trek lui fait confiance. Moi j'avais un peu peur avant ce début du Giro, c'était de savoir dans quelles conditions physiques il serait, vu qu'il doit faire les Jeux Olympiques et que c'est un gros objectif pour Milan, les Jeux Olympiques. Et je me disais, est-ce qu'il va prendre des risques déjà dans les arrivées au sprint, mais surtout je me disais, est-ce qu'il va avoir vraiment la condition physique optimum? Est-ce qu'il n'a pas programmé qu'un pic de forme cette année, et que le pic de forme ça soit en août, et que là il ne soit pas encore au top de sa condition physique? Il montre que non, il est très fort, parce qu'aujourd'hui le sprint il fait 300 mètres, il faut le déclencher. Il y a peu de coureurs qui sont capables de faire ça, par Milan, Merlier, qui sont capables de faire des sprints comme ça très longs. Et il a été très très costaud aujourd'hui, donc belle performance de Jonathan Milan sur ce sprint. Deuxième coureur au top, Bauhaus.
Bah, fort Bauhaus parce que bah, là il était vraiment tout seul parce que Pasqualone attaque. Moi je me suis dit quand Pasqualone attaque, je me suis dit bon Bauhaus il est pas dans le peloton ou il est pas au top. C'est vraiment ce que je me suis dit bon bah Bauhaus il joue pas le sprint, sinon Pasqualone il serait resté avec Bauhaus. Et bah non. Eh ben non. Bauhaus, il arrive à finir deuxième. Alors c'est dommage Bauhaus parce qu'il a jamais vraiment l'ouverture pour passer. Je pense qu'il était un peu juste, mais voilà, il est coincé contre les balustrades, il peut pas faire grand chose. De toute manière, même s'il était plus rapide que Milan, il pouvait pas le dépasser, il était un peu bloqué. Mais c'est un beau sprint, surtout qu'hier ça avait été un petit peu compliqué. On en avait parlé de Bauhaus. J'avais dit bon c'est difficile. Tout seul, il a quand même bouffé beaucoup de vent. Là aujourd'hui, il a été plus discret, il a réussi à se cacher. Et il arrive à sortir un très très beau sprint. Je comprends toujours pas, mais ça c'est peut-être mon côté, j'ai fait allemand LV2, c'est pas Bauhaus. Si tu fais, enfin Bauhaus, c'est Bauhaus. Les autres ils prononcent Phil Bauhaus. Mais si le deuxième tu dis Haus, le premier tu dis Haus, enfin tu dis Ao. Enfin je sais pas, mais normalement c'est un petit peu logique. Bauhaus, vu que c'est deux fois les mêmes lettres. Ça se prononce de la même manière donc si c'est Haus à la fin, bah c'est Bao au départ. Ça c'est mon côté, j'ai fait allemand LV2. Autant je suis une quiche pour les prénoms en flamand, pour plein de prononciations. Bauhaus, ça je suis sûr de moi. Parce que j'ai toujours un doute avec Maintis. Pourquoi je prononce Maintis même plutôt. C'est parce que pour moi c'est un nom qui vient du néerlandais. Comme en Afrique du Sud, il y a eu beaucoup de néerlandais. C'était une colonie néerlandaise. Et je pense que Maintis, c'est un nom qui vient du néerlandais. Qui a une origine néerlandaise. Donc c'est pour ça que je dis Maintis. Et pas Maintis. Voilà, je pense qu'il y a un truc de néerlandais là-dedans. Et Mainties aussi. Mais de toute façon, lui aussi, il a 150 prononciations différentes au bout d'un moment. C'est un peu comme Vingegaard, mais pour moi, oui, il y a un truc un peu néerlandais. C'est pas Maintis, pour moi, c'est Main plutôt. Et ça serait bien d'avoir Enfin, je pense que ça vient du néerlandais. Mais Bauhaus, ça, je suis sûr de moi. Mais Bauhaus, oui, très très bon, parce qu'il arrive à passer dans un trou de souris, il se faufile bien sur un sprint rapide. On s'aperçoit quand même aujourd'hui que les grands gabarits s'en sont très bien sortis sur ce sprint. Quand vous regardez... ça doit être Coy qui est le plus petit du top 5 parce que quand vous regardez c'est pour ça que ça me déçoit encore plus du côté de Decker parce que Milan ah non il y a Groves, j'avais oublié Groves. Milan c'est 1,93, Groves c'est 1,76, ça je sais de tête parce que c'est ma taille. Milan Bauhaus c'est 1,84, Coy c'est plus petit pour moi. Ah non, c'est 1,84, je le voyais plus petit, Coy. Merlier, c'est aussi un gros bébé, il doit faire 1,88, un truc comme ça. 1,88, j'étais bon de tête. Ballerini, c'est aussi un beau bébé, 1,83. Gaviria, 1,80. Donc il n'y a que Groves qui faisait moins d'1m80 aujourd'hui, qui est dans le top 8 de cette étape. Avec peut-être... non, Zamoncello aussi, c'est un grand gars. Ah non, et Zamoncello, voilà. C'est les deux seuls qui... Et Zamoncello, c'est même un tout petit gabarit, il fait qu'un mètre 70. Mais tu t'aperçois qu'il fallait aujourd'hui... et si on regarde le top 10, Lonardi, c'est 1m80. Et Miadis Michael, c'est 1m84. Donc il fallait plutôt être un grand par la taille. Parce qu'il fallait emmener du grand braquet. Et donc plus vous êtes grand, normalement, plus vous avez des grandes jambes. Parce qu'on a souvent à part le cas Andy Schleck qui avait un grand torse. Normalement, plus vous êtes grand, plus vous avez des grandes jambes. Normalement, c'est à peu près 50-50, où il y a des gens qui ont des capacités un petit peu bizarres. Moi, par exemple, j'ai des grandes jambes, un petit torse. J'aurais pu faire un bon secours cycliste chez les pros, si j'avais voulu. Voilà. Mais j'ai eu une blessure. Je me suis fait les croisés. Mais du côté donc on voit que plus vous avez le bras de levier qui est important, plus vous pouvez emmener des gros braquets. Il y a aussi des limites un petit peu physiques. Et on voit que là, sur un sprint comme ça, où il fallait envoyer de la puissance, ça a un peu aidé les grands gabarits. Troisième coureur top aujourd'hui. Ah oui, troisième coureur top, c'est Ballerini. Je voulais juste revenir sur un truc aussi du côté d'Eurosport. Alors, bon, il y a un mec sur Twitter là, qui est énervé avec Philippe Gilbert. Il dit des fois il raconte des conneries, il connaît pas les cours, un truc comme ça. Bon.
moi je trouve qu'il y a un truc quand même qui me paraît incroyable des fois du côté de Philippe Gilbert. Alors je sais pas si on lui pose des questions, il sait pas quoi répondre, mais des fois j'ai l'impression qu'il enfonce des portes ouvertes. C'est un peu des poncifs quoi, mais ça me fait marrer à chaque fois du côté de Philippe Gilbert. Écoutez des fois ses commentaires, j'ai l'impression que des fois il enfonce un petit peu des portes ouvertes. Bon, du côté de Ballerini, belle perf fin de l'Italien Chastana, c'est plutôt un bon début de Giro pour Astana. Aujourd'hui, Ballerini fait 6, Lutsenko et Fortunato. Fortunato est toujours 4 du général, un petit peu plus loin peut-être. C'est pas 4ème au général, Fortunato. C'est 6ème voilà, du général, donc ça se passe plutôt bien pour le moment leur début de course. C'est Ballerini qui prend aujourd'hui une belle 6ème place. C'est depuis longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans un sprint et pour moi c'est presque le registre qui lui convient le mieux à Ballerini. C'est des sprints comme ça un petit peu difficiles où souvent il arrive à bien s'en sortir, mais c'est vrai que ces dernières années il se concentrait tellement sur les classiques flandriennes et il avait tellement un rôle d'équipier, surtout chez Quick-Step, qu'il jouait pas forcément sa carte personnelle. Donc en plus aujourd'hui Max Canter est tombé je crois, ou Max Canter n'était pas dans une grande journée. Donc il a remplacé Max Canter au pied levé et ça s'est plutôt bien fini pour Ballerini. Donc une belle 6ème place pour le coureur de la Astana. J'espère que ça va lancer sa saison. Parce que c'est vrai que pour le moment c'était, il avait fait que le Tour du Turquie. Il avait repris tard. 4ème notamment d'une étape sur le Tour de Turquie. C'était l'étape numéro 2. Donc voilà, 2ème top 10 de la saison en seulement 12 jours de course. C'est rare de reprendre comme ça 21 avril et d'enchaîner tout de suite sur un grand tour. Là, c'est quand même extrêmement rare. Coureur qui n'a qu'un an de contrat chez Astana, qui avait jusqu'à maintenant été chez Quick-Step. Il avait déjà été chez Astana, tiens, je m'en souvenais pas, en 2019. Ça m'avait pas marqué. L'année où il est champion des Jeux européens. Et il était passé chez Androni. Ça, je me souvenais de son passage chez Androni Giocattoli. Qui avait été pas mal, je crois, en plus, me rappeler. Et il a été stagiaire chez Tinkoff, mais en 2016. Donc, je crois que c'est la dernière année de la Tinkoff, 2016. Ouais. Où il y avait Contador encore dans cette formation. Voilà, parce que il a fini chez Trek Contador, mais voilà. C'était cette équipe-là où il y avait notamment les frères Sagan, il y avait Michael Rogers. Aussi, Valgren était dans cette équipe. Il y avait Daniele Benatti. Et du beau monde quand même dans cette formation. Gogol qui commençait. Kreuziger qui avait déjà 30 ans. C'était une belle équipe à l'époque. Rogers, il avait pris sa retraite, en avril. Et il avait fait que le Tour de Dubaï. Qui n'avait pas été une réussite. Et ensuite, il a pris sa retraite, Rogers. Je me souviens pas qu'il avait pris sa retraite en cours de saison, le coureur australien, 3 fois champion du monde du chrono. Voilà, pour ceux qui s'en rappellent, 2003, 2004, 2005, et ensuite c'était avant Cancellara, tout ça. Et à l'époque, il était chez Quick-Step dans cette période-là. Il avait rejoint la T-Mobile. T-Mobile misait beaucoup sur lui en tant que leader, sauf que ça n'avait pas forcément extrêmement bien marché. La T-Mobile qui ensuite s'est arrêtée en 2007, était devenue la Team Columbia. Mais c'était plus vraiment la même équipe. C'était plus la même direction. Il y avait eu pas mal de changements entre 2007 et 2008. Déjà la dernière année de l'équipe T-Mobile, il y a pas mal de changements par rapport à la structure du 2006. Parce que beaucoup de coureurs avaient quitté la formation. Suite au problème de dopage, et on avait déjà essayé de relancer l'équipe en 2007, notamment avec la victoire de Kim Kirchen sur le Tour de France, qui reste donc la dernière victoire d'un T-Mobile sur cette épreuve. Voilà, Kim Kirchen, qui ensuite ira chez Katusha, chez Columbia, il était chez Fassa Bortolo, et qui arrêtera sa carrière, lui, en cours de saison, à cause d'un problème cardiaque. Voilà. Et victoire sur la Flèche Wallonne, qui est sa plus belle victoire, c'était en 2008 à l'époque, dans l'équipe Columbia. Bon, on passe tout de suite au bonnet d'âne. Les bonnets d'âne aujourd'hui, je commence avec la DSM. Pas compris la stratégie de cette formation aujourd'hui.
Bah, pourquoi c'est pas Andresen Enfin, pourquoi déjà c'est Jacobsen qui est le meilleur aujourd'hui au sprint, alors que Jacobsen, il est quand même lâché. Il fait 30 km quasiment lâché. Hein. Parce qu'il est lâché Jacobsen à 103 km de l'arrivée, il revient qu'au kilomètre 73, à 73 km de l'arrivée, pardon. Donc c'est long, 30 km un petit peu. Et dans un groupe où il n'y avait pas tant de monde que ça. En plus, c'était pas un groupe où il y avait 50 coureurs avec lui, donc je me disais, bon, bah c'est Andresen aujourd'hui. Surtout vu ce qu'il a montré hier, Andresen, où il avait fait un bon sprint. Aujourd'hui, Andresen est 52 et on a fait le sprint pour Jacobsen. Je comprends pas des masses, quoi. Andresen, on voit que c'est quand même un sprinter qui a l'air de réussir à passer les bosses. Aujourd'hui, tu dis Andresen. C'est avec le capot mêlé, pour moi, c'était trop dur pour Jacobsen. Enfin, bah regarde, sur Milan-San Remo, Jacobsen, son meilleur résultat sur Milan. On va faire simple. Il a fait qu'une fois Milan-San Remo dans sa carrière. Il a fait 86e. C'est un mec qui passe pas les bosses, Jacobsen. Donc ça a toujours été, enfin c'est son problème maintenant, c'était moins un problème avant, mais comme il était dominateur sur les sprints, c'était moins un problème. Mais aujourd'hui, c'est un coureur qui passe pas les bosses. Je m'excuse, il y a encore la mouche qui adore la webcam. Et là, bah enfin, je comprends pas la stratégie de la DSM quant à Andresen, qui a l'air quand même d'être très prometteur, le Danois. Je me dis, bon, aujourd'hui, il est en début de Giro. On ne sait pas comment Andresen, ça va tenir sur 3 semaines de course, parce que c'est son premier Tour d'Italie. Donc, je me dis, bon, bah, faut battre le fer tant qu'il est chaud. Tu essayes de le jouer aujourd'hui à Andorra, il peut encore faire top 5. Et puis, Jacobsen, tu l'utiliseras un petit peu plus tard, quand il y aura des étapes qui seront complètement plates, où il pourra, voilà, peut-être faire une belle performance. Donc, ouais, je trouve ça un petit peu dommageable, voilà, du côté de la DSM, parce qu'on a peut-être raté une belle opportunité de remporter un beau sprint, enfin de faire une belle performance sur ce sprint. Je continue avec la Quick Step. Merlier fait pas un sprint si moche que ça. Le problème, c'est que le sprint de Merlier, il le commence extrêmement loin. C'est-à-dire, pour un mec qui est techniquement leader de l'équipe, alors déjà, moi j'avais trouvé que sur le premier sprint hier, il y avait Alaphilippe qui était là, il y avait Van der Berge. Là aujourd'hui, il n'y a que Van der Berge dans le final. Il se retrouve quand même vraiment seul, très vite et très loin de l'arrivée. Ce qui fait qu'il commence son sprint, il est loin. Alors il essaie d'anticiper comme hier, sauf que là, Milan, lui, est dans le bon timing, donc c'est un petit peu compliqué. Et il ne peut pas faire de miracle, Merlier. Enfin, il est trop loin au départ du sprint. Il part, il a déjà 3 vélos de retard sur Milan. Donc, 3 vélos de retard sur Milan, ça ne peut pas faire une belle performance. Enfin, ça ne peut pas faire de miracle. Bon, il finit quand même 5e, mais la Quick Step, techniquement, n'a que lui en leader. Enfin, c'est pas Cerny qui va jouer le général pendant les 3 semaines de course. Soit j'ai raté quelque chose. Donc, pour moi, quand tu as un seul leader, bah, normalement, toute l'équipe doit être tournée pour lui. Donc, normalement, il aurait dû être entouré dans le final. Sauf qu'il est cruellement seul dans le final. Dans les 5 derniers kilomètres, j'ai pas vu beaucoup de Soudal Quick Step. De toute façon, même dans les 10-15 derniers kilomètres, on n'a pas vu beaucoup de Soudal Quick Step. Donc, c'est dommage parce que là aussi, aujourd'hui, ça pouvait être une bonne opportunité pour Tim Merlier, mais il s'est retrouvé très vite seul, trop vite seul, Tim Merlier. Donc, un peu de collectif, ça aurait aidé aujourd'hui du côté de la Quick Step, et je comprends pas là aussi du côté de la Quick Step parce que techniquement, on a l'équipe qui est tournée à son service. Donc, normalement, tout le monde aurait dû travailler, et donc dans le capot mêlé, on aurait dû avoir du Julien Alaphilippe. Bon. Il y a un truc qui ne s'est pas bien passé également. Je poursuis du côté des bonnets d'âne avec Dainese. Alors lui, c'est dommage parce que Tudor, c'était en place. C'était en place. Mais Dainese, pour moi, c'est une énigme. Il est bon qu'en 3e semaine, Dainese. Son Giro l'année dernière, hein, pendant 2 semaines, je crois que son meilleur résultat, ça devait être 8 ou 7, un truc comme ça, sur la plupart des sprints. 3e semaine, d'un coup, avec Mayhofer, il gagne en battant Milan. C'est un mec de 3e semaine, Dainese. Alors, je ne sais pas pourquoi. Moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est un coureur qui n'aime pas trop frotter?
Ce qui fait qu'en troisième semaine, sur les sprints, il y a un peu moins de monde. C'est vrai que, il y a quand même beaucoup de gens, de sprinteurs qui ont quitté la course ou qui sont fatigués et qui n'ont plus la capacité de faire des bonnes performances. Est-ce que c'est un coureur qui a besoin de beaucoup de jours de course avant d'être performant? Mais c'est surprenant, on regarderait un petit peu la carrière de Dainese. Je crois me rappeler qu'il gagne souvent quand même sur les dernières étapes. Je crois que... je vais essayer de retrouver ça. Mais si on regarde cette année ses bons résultats, je crois que c'est souvent les derniers jours ou les avant-derniers jours. Cette année, sa victoire sur la région Pays de la Loire Tour, elle intervient sur la 3e étape. Sur 4. Sur le Tour de Romandie, son meilleur résultat, c'est sur la dernière étape, mais c'était encore loin. Le Tour d'Espagne l'année dernière, c'est sur l'étape 19, qui s'impose. Alors non, sur l'Arctic Race, c'était la première étape. Giro, c'était l'étape 17. Et oui, quand je disais, il n'était même pas dans le top 10 l'année dernière, sur les sprints. Ouais. C'était même plus loin que ça. Parce qu'il faisait avec Mayhofer. Tirreno Adriatico l'année dernière, 3e de la dernière étape, pas là sur les jours d'avant. C'est surprenant, voilà, Dainese. C'est un coureur qui est bon en 3e semaine. Tour de France 2022, 3e de l'étape 19. Sinon, il est 7e à Sonderborg, mais sinon on le voit assez peu. C'est très bizarre. Alors, Giro 2022, il était 11e. C'était l'étape 11, sa victoire. Mais c'est un coureur qui est bon dans les derniers jours de course, voilà, dans les derniers sprints. Sur les premiers sprints, il est en difficulté. Et là, aujourd'hui, il est bien entouré. Trentin fait un bon boulot encore dans le capot mêlé. L'équipe est bien en place. Sauf que on est encore trop tôt dans la course. On est encore trop tôt. Voilà, il lui faut encore des kilomètres. Mais je ne sais pas si c'est dû à, on va dire, un petit peu des trucs physiologiques où il a besoin de jours de course pour être à fond et au top de sa condition physique, ou si c'est juste parce qu'il n'aime pas énormément frotter dans le peloton, qu'il ne prend pas trop de risques dans un peloton, et que moins il y a de sprinteurs, plus c'est facile, on va dire, et qu'il décide de faire ce genre de choses. Je termine avec Guermey. Ouais, dernier bonnet d'âne du jour. Forcément, elle fait mal, celle-là, parce que on sentait que sur sa saison, il était quand même vraiment tourné sur cette épreuve, qu'il voulait vraiment bien faire. Et le début de saison était pas mal. Et puis là, abandon. Les dernières classiques n'étaient pas exceptionnelles. Là, il tombe 2 fois. Alors, après la première chute, déjà, il voulait pas vraiment reprendre. Ils le remettent sur un vélo. Est-ce qu'il était en total... est-ce qu'il était vraiment en bonne condition physique pour être sur un vélo à ce moment-là? Est-ce que c'est pas ce qui a provoqué la chute? Est-ce que c'est du surgonflage qui a provoqué la chute? Mais la deuxième chute a été rédhibitoire pour lui. Et c'est vrai que c'est tristoun, parce qu'en plus, quelques minutes avant, comme je vous le disais lors du résumé, il est juste derrière Olaf Koy sur le sprint intermédiaire. Il fait un bon sprint, un bon inter-giro derrière Olaf Koy. Donc c'est vrai que je me dis à ce moment-là, il est peut-être pas mal aujourd'hui. Guermey, le final peut lui convenir, c'est un coureur qui est plutôt puissant. Et puis au final, non, il tombe quelques kilomètres après. Donc dommage, déçu. Et surtout, ça met en difficulté un petit peu Intermarché, parce que c'était la carte maîtresse de cette formation. Ils n'ont pas de coureur pour la montagne. Bon, ils vont utiliser Madis Mikkels pour tenter d'aller chercher des victoires. Et ça risque de ne pas être évident quand même pour cette formation. Et Intermarché aurait eu besoin de 2 points, aurait eu besoin de bons résultats sur cette semaine. Ça sera, sur ces 3 semaines de course, ça sera plus compliqué. Aujourd'hui, il y a quand même Madis Mikkels qui fait 9, mais... c'est vrai que Guermey, c'est tristoun, et ça fait quand même depuis 1 an et demi que c'est difficile. Là, cette année, on avait vu quelques résultats. Vainqueur de la Surf Coast Classic, des top 10 sur le Tour de Nander. C'est vrai que sur les classiques flandriennes, ça avait été plus difficile. Désormais, il est tourné sur le Tour de France, parce qu'il voulait également participer à cette course-là. On verra s'il arrive à augmenter son compteur de victoires, mais c'est vrai que ça reste un petit peu bloqué depuis quelques temps. C'est vrai que 2024, il a 1 victoire. 2023, il n'en a que 2 au final. Et 2022, c'est 1, 2, 3,
4 victoires, donc c'était sa meilleure année. C'est aussi inquiétant parce qu'on se dit, est-ce que c'était pas le mec qui a été performant qu'une année, 2 années, et un mec qui va disparaître derrière? Ça, c'est quand même la grande interrogation du côté de ce coureur. Eh bien, on regarde tout de suite les différents classements de cette étape. Comme tous les soirs, pour finir cette vidéo, on termine avec les différents classements. Le classement de l'étape. Donc vous voyez Jonathan Milan vainqueur devant Caden Gross, Phil Bao à Haus. Premier français Hugo Stetter 14e. On voit Narvaez 15e parmi les petites surprises de ce classement. Ou encore Andrea Piccoli. C'est vrai qu'on voyait un AES, je me demandais c'était qui, c'était Andrea Piccolo. Et on voit que du côté d'Arkea, on n'a pas réussi à s'organiser parce qu'on se retrouve à avoir un Donovan Grondin 20e et pas de Beyente Biermans, pas de David Decker non plus. Du côté des coureurs qui ont perdu du temps, on a Benjamin Thomas, on a Molano qui n'a pas fait le sprint, qui était tombé en amont. Donc Daniel Felipe Martinez est bien reclassé dans le temps du leader suite à son problème mécanique. Journée difficile pour une journée de plat. Pour Coco, ça a été une journée presque éprouvante. On regarde tout de suite le classement du maillot jaune. Pas de changement du côté de ce classement du maillot jaune. Pogacar toujours en tête avec 46 secondes d'avance sur Gahan Thomas. On retrouve ensuite Martinet, Hülkenberg et Einer Rubio. Il y a désormais une seconde d'écart entre Hülkenberg qui a pris une seconde de bonification et Rubio. Donc il y a une seconde désormais de différence. Du côté du maillot cyclamen, c'est Jonathan Milan qui passe en tête grâce à cette victoire devant Tim Merlier. Caden Gross est 3e devant Lefkov et toujours le petit Fiorelli. 5e avec les points de l'Inter Giro. Calmejean remonte à la 6e place également grâce aux Inter Giro et au sprint intermédiaire. Du côté du classement de la montagne, c'est Pogacar qui est en tête, mais qui a vu son avance un petit peu se réduire. Désormais 19 points par rapport à Calmejean et on retrouve derrière Daniel Felipe Martinez et Andrea Piccolo. Du côté du classement du maillot blanc, c'est Hülkenberg qui est en tête, désormais avec une petite seconde de plus d'avance sur Alex Baudin. On passe à 45 secondes, 49 secondes pour Mauri Van Sevenant. Là aussi, pas de changement dans le top 10. Et du côté du classement par équipe, c'est Ineos qui passe en tête devant Astana et la Bora qui perd 2 positions aujourd'hui. On retrouve ensuite Decathlon, la Bardiani. La Bora qui a une journée compliquée sur cette étape, surtout que Van Poppel fait pas le sprint encore. Non, il n'est pas dans le sprint, Van Poppel, parce qu'il attaque dans le final, mais il n'a pas sprinté quand même à l'arrivée, je vérifiais, du côté de la Bora. Il finit même à 1,27 aujourd'hui, Van Poppel, donc ils ont seulement 2 coureurs qui sont dans le premier groupe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Nous, on se retrouve demain, 7h, pour la présentation de l'étape numéro 5, un petit peu le même profil qu'aujourd'hui. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.